Donc là-dessus, on va poursuivre l'analyse de ce nouveau cabinet qui a été assermenté cet après-midi avec les journalistes Joël Denis-Bellavance, Mélanie Marquis et Manon Cornelier. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Joël Denis, je vais commencer avec vous. Est-ce que M. Trudeau, de façon générale, s'est bien entouré pour naviguer en contexte minoritaire? Je crois que oui. Je pense qu'il a choisi la meilleure personne pour occuper les fonctions de ministre des Affaires intergouvernementales et vice-première ministre. Mme Freeland, Chrystia Freeland, s'est illustrée durant son dernier mandat comme ministre des Affaires étrangères, a sauvé en quelque sorte les relations canado-américaines. D'ailleurs, elle va continuer à s'en occuper, même si elle va passer un peu plus de temps au pays pour s'occuper des dossiers domestiques comme l'unité nationale. Mais je pense qu'il a mis les bonnes personnes aux bonnes places pour s'assurer que le gouvernement fonctionne rondement dans un contexte minoritaire. Mélanie, 10 ministres du Québec, plus M. Trudeau lui-même, est-ce qu'il est bien entouré pour affronter le retour en force du Bloc québécois? Je pense qu'il y avait un peu de ça derrière la délégation, l'imposante délégation quand même des ministres québécois. Le fait aussi de nommer M. Rodriguez lieutenant du Québec. Donc, vous vous souvenez, au cours du premier mandat, M. Trudeau s'était toujours refusé à l'idée. Il s'est comme rendu à l'évidence. Et voilà, je pense que c'est en grande partie en raison des résultats du 21 octobre dernier, la montée, la résurgence du Bloc québécois. Effectivement, il y avait derrière ça un souci d'avoir vraiment une voix importante pour le Québec au sein du cabinet. Oui. Manon, qu'est-ce que vous en pensez de façon générale de ce nouveau cabinet? Je pense qu'effectivement, il y a des joueurs, les bons joueurs sont à des postes clés. Oui. Il y a des faiblesses, à mon avis aussi. Si on pense, là, c'est pas du tout la question du déchirement Est-Ouest, mais on a nommé une néophyte fraîchement élue, première fois qu'elle rentre à la Chambre des communes, à la tête de services publics et approvisionnement. Ça, c'est Phoenix, l'achat des avions militaires, la stratégie navale, Poste Canada. Et c'est qui la ministre qui est... Anita Anand. OK. Elle vient d'être élue pour la première fois. Okay. Ça, moi, j'ai un peu un problème avec ça. Par contre, bon, oui, lorsqu'on met Monsieur Duclos au Conseil du Trésor, je pense qu'il a les compétences. On a vu qu'il a essayé de tirer profit de l'expérience qu'ont pris ces ministres. S'ils étaient pour être déplacés, c'est donc dans des postes où leur expertise peuvent être utiles. Et ça, je pense, c'est important. Mais on a quand même 7 nouveaux venus au cabinet. La plupart dans des postes qui sont mineurs. Il y a M. Guilbeault du Québec Patrimoine. C'est pas un petit ministère. Il y a quand même beaucoup d'argent en jeu. Il y a puis il y a un gros dossier à régler, c'est celui des relations avec des géants du Web, les GAFA, comme on dit. Ça ne sera pas évident. Donc, bon, c'est pas un dossier auquel il est étranger complètement, mais... Ça, c'est quand même un gros dossier pour un nouveau venu. Et aussi, si on pense il y en a d'autres aussi, des nouveaux venus. Là, je pourrais vous en nommer d'autres. Mona Fortier, c'est Mona Fortier. Bien là, moi, ça, j'ai un problème avec prospérité de la classe moyenne. Oui. Ça fait quoi, un ministre qui s'occupe de la prospérité de la classe moyenne? On a tellement mis l'accent sur la campagne électorale, sur la classe moyenne, puis là, on a décidé de créer un ministère complètement dédié à ça. C'est un peu étrange. Puis si on avait dit un ministère de lutte contre la pauvreté et pour l'égalité des chances, j'aurais mieux compris. Mais prospérité de la classe moyenne, vous trouvez ça un peu... Surtout qu'on ne sait pas c'est quoi la classe moyenne. Bon, Joël Denis, je veux vous entendre sur François-Philippe Champagne. Il devient aux Affaires étrangères comme un super ministre. C'est comme le poids lourd du gouvernement Trudeau. Et c'est un gars du Québec. Qu'est-ce qu'on doit penser de cette nomination-là? Que M. Champagne, évidemment, prend du galon, ça c'est officiel. Et ironiquement, il suit un peu les traces ministérielles de Chrystia Freeland. Parce que le premier ministère qu'a dirigé Chrystia Freeland, ça fut d'abord et avant tout le commerce international. Même chose pour François-Philippe Champagne. Il a passé ensuite à infrastructure et collectivité et maintenant il a abouti aux affaires étrangères, un poste qu'occupait auparavant Chrystia Freeland. Ça me laisse entendre que M. Trudeau est peut-être en train de préparer certains dauphins pour sa propre succession un jour en cultivant cette relève que l'on voit en la personne de François-Philippe Champagne et Chrystia Freeland. Donc, intéressant. Probablement deux candidats éventuels dans une course au leadership qui vont élargir leurs horizons, évidemment, en touchant des dossiers très prioritaires pour le gouvernement. Mais je dirais qu'il affiche bien sa préférence pour lequel serait son dauphin, parce que parce que quand Mme Freeland était au commerce international, quand elle est passée aux affaires étrangères et qu'on a nommé M. Champagne, on a laissé à Mme Freeland le dossier de choix, relations canado-américaines, mais aussi le commerce canado-américain. Ce qui fait que M. Champagne était responsable de tout le commerce, sauf celui-là. Et en ce moment, aux affaires étrangères,
qui reste responsable des relations canado-américaines, Mme Freeland, et M. Champagne, bien, il est responsable de tout, sauf de ce gros dossier. Mélanie, est-ce que vous pensez que M. Trudeau est en train de préparer, comme Joël Denis dit, sa succession? C'est les deux noms dont on parle le plus souvent. Les deux qui, effectivement, sont deux personnes très ambitieuses, qui ont des CV très impressionnants. Monsieur Champagne, je pense, a un parcours de carrière qui devrait le mener éventuellement à ça. Et en nommant, bien là, il y a des mauvaises langues qui diront que M. Champagne, on l'envoie au diplomate en chef du Canada pour qu'il passe un petit peu plus de temps à l'étranger, qu'il dérange un petit peu moins. Et des deux, je trouve que le profil, en plus d'avoir occupé le même ministère au commerce international, les deux ont le même profil, c'est-à-dire deux hyperactifs, deux chefs d'orchestre qui carburent au défi. J'entendais quelqu'un qui disait qu'ils n'auront plus le temps de dormir parce qu'ils vont vraiment travailler très fort. Mélanie Joly, qui se retrouve dans un ministère économique, bon, elle garde le dossier des langues officielles. On sait qu'elle avait été rétrogradée dans la foulée du dossier Netflix. Est-ce qu'elle va se faire les dents en matière économique sur ce ministère-là? C'est une des rares femmes qui touche à un dossier plus économique parmi l'ensemble des ministres qui sont des femmes. Et je pense que ça illustre la réhabilitation complète de Mélanie Joly. Oui, en tant que ministre. Le parcours qui l'a mené au patrimoine a été difficile avec l'affaire Netflix. Elle s'est réhabilitée quelque peu à la tête du ministère du Tourisme et des langues officielles de la francophonie. C'est surtout relancé, je pense, avec la controverse qu'on a vue entourant les coupes imposées par Doug Ford en Ontario sur les questions des services en français. Je pense qu'elle s'est remise à l'œuvre et en marche. Et maintenant, sa réhabilitation est complète, surtout après la campagne qu'elle a menée à Montréal. Et M. Trudeau, je pense qu'il a beaucoup d'estime. Ça lui donne, je pense, une porte d'entrée. Et d'autant plus, ce qui est intéressant, Esther, c'est que c'est elle qui aurait convaincu M. Trudeau de créer ce genre de ministère de développement économique pour les régions, les responsables de l'ensemble des agences économiques régionales du pays, même si elle vient du Québec. Et c'est elle qui l'a convaincu aussi de garder le tourisme. Donc, c'est presque une création pour elle, parce qu'elle l'a demandé, et puis elle a maintenant une influence complète auprès du Je l'ai croisée dans un événement lundi soir, et elle avait l'air très heureuse de ça. C'est comme évident qu'elle était très contente de ce qui s'en venait. Ça vient avec une armée de secrétaires parlementaires aussi. Écoutez, 6 secrétaires parlementaires pour une ministre. On ne sait pas encore la forme exacte que ça va prendre, mais jamais vu, mais ça, c'est à cause qu'elle va être responsable de toutes les agences de développement régional, donc elle a un secrétaire parlementaire par région. Juste un mot sur, Stephen Guilbeault, évidemment, il n'est pas à l'environnement, au patrimoine. Mark Miller, qui fait son entrée au cabinet, responsable des services autochtones. Est-ce qu'on sait comment Joël Lightbaum a réagi à ne pas avoir une promotion, pas monter dans le cabinet? Est-ce qu'on a, parce qu'on s'attendait à ce que peut-être M. Lightbaum, qui est vraiment même un bon soldat du côté de Québec. Il a démontré qu'il avait l'étoffe, je pense, pour devenir un ministre au sein du gouvernement, mais la présence de Jean-Yves Duclos lui nuit énormément. Donc, quoique dans la région de Montréal, il y a beaucoup dans la région de Montréal, il y a quand même beaucoup de ministres, et en plus, Stephen Guilbeault passe devant lui, même s'il vient d'être élu. Donc, il va sûrement y avoir un peu d'amertume. Mais je pense aussi à Stephen McKinnon, dans la région de Gatineau, qui attendait également. Je pense que le dossier Phoenix sur le bout de ses doigts, mais qui voit une néophyte complète prendre la responsabilité. Pas facile. Ça risque d'être lui qui va faire le travail. C'est pas la première fois non plus que son nom, comme ça, est évoqué avant un là, c'était une assermentation au nouveau Conseil des ministres, mais c'est pas la première fois que son nom circule et que finalement, la journée, il tombe dans la catégorie des oubliés. Le téléphone ne sonne pas. Pour représenter l'Ouest, M. Trudeau fait appel à Mme Freeland, Jonathan Wilkinson. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Parce qu'on sait, l'Alberta, la Saskatchewan n'a pas envoyé de représentants libéraux aux communes. Qu'est-ce que vous pensez? Je pense que M. Trudeau avait peu d'outils à sa disposition pour rassurer... Il n'a pas fait appel à un non-élu, quand même. Exactement. Et ça, c'est la raison est la suivante, c'est que les sénateurs sont maintenant indépendants. Ils ont été expulsés du caucus libéral. Donc, ça cause des problèmes. Ça cause des problèmes pour avoir ce genre de non-élu, si vous voulez, mais ça aurait pu être un outil qu'il aurait pu utiliser, mais il s'en est privé volontairement, je pense. Maintenant, j'ai hâte de voir et d'entendre les réactions de l'ensemble des gens de l'Ouest canadien, à savoir est-ce qu'ils seront satisfaits de cette représentation. Il faut noter, Esther, que demain, l'une des premières rencontres qu'aura Justin Trudeau, ce sera de la rencontre avec le maire de Calgary, Naheed Nenshi.
est-ce qu'on doit voir qu'il veut lui accorder un certain rôle, parce que c'est la deuxième fois ou la troisième fois qu'il va lui parler. Les deux hommes s'entendent bien, je pense. Oui, on se sent sur la même longueur d'onde sur plusieurs dossiers. Donc, est-ce que M. Trudeau s'apprête à lui offrir un poste? Ça reste à voir, on devra avoir la réponse demain. Qui d'autre veut réagir sur la représentation? Il y a aussi Jim Carr, qui est nommé, qui subit actuellement des traitements contre le cancer du sang. Lui va avoir un rôle de conseiller pour les provinces de l'Ouest. Et il faudra voir ce que ça va donner. Et il va être aussi à la table des comités du cabinet. Donc, lui va être la voix de l'Ouest, parce que quand on regarde... M. Trudeau, évidemment, fonctionne... Je veux dire... gérait les députés qu'on a envoyés à la Chambre des communes. Il n'y en a pas en Alberta, il n'y en a pas en Saskatchewan, ce qui fait en sorte qu'on en a un au Manitoba, 4 en Colombie-Britannique et tout le reste est au Québec et en Ontario. Mais il avait, il y avait les joueurs qu'il avait en main, M. Trudeau. Là. Ouais, il y a quand même un ministre du Manitoba, M. Dan Vandal, qui est un métis. Au départ, c'était clair dans la tête de M. Trudeau, ça c'était Jim Carr qui allait être sa voix. Ouais. Mais bon, il est malade. Alors, il a fait vraiment un poste à sa mesure. Il n'y a pas de ministère à gérer. Tout ce qu'il a à faire, c'est d'être un représentant du gouvernement fédéral pour aller écouter l'Ouest, puis aussi expliquer Ottawa. Donc, c'est comme en appui aussi avec Mme Freeland, avec des rôles différents, mais les deux, donc... ils ont vraiment une prise sur la région. Et ce sont... Mme Freeland, ce n'est pas rien quand même. Elle a un poste qui a quand même beaucoup d'influence. L'oreille du premier ministre, elle a une vice-première ministre. Quand elle va frapper à une porte, elle va avoir autant d'influence, à mon avis, que lorsqu'elle en avait, lorsqu'elle était ministre des Affaires étrangères et qu'on l'écoutait dans les capitales des autres pays. Oui, c'est ça. Et quand on savait qu'elle parlait pour M. Trudeau, on ne doutait pas 2 secondes. C'est ça, exactement. Il nous reste moins de 2 minutes, même pas 1 minute à peu près. Joël Denis, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris dans ce cabinet-là? Oui, la recréation du poste de lieutenant politique, parce que jusqu'à la dernière minute, ce que j'entendais, c'est que M. Trudeau était opposé et que ce serait plutôt un conseiller qu'il embaucherait dans son bureau. Maintenant, je pense qu'il s'est rendu aux pressions, et donc c'est une surprise que M. Trudeau a décidé. Mélanie, en quelques secondes, est-ce qu'il y a quelque chose que vous retenez particulièrement? Je pense que la nomination de François-Philippe Champagne, un Québécois à la tête du ministère des Affaires étrangères, on l'a appris il y a quelques jours, cette nomination-là a fuité, mais c'est assurément une surprise quand on l'a appris au préalable, avant même la fermentation du Conseil des ministres. Et Manon? M. Champagne, qui est 7 nouveaux venus au cabinet, ça m'a surpris, le nombre. J'ai trouvé que c'était beaucoup. OK. Donc, il y a quand même du sang neuf. Oui. On a rebrassé les cartes pas mal. Oui, pour s'adapter au contexte minoritaire, je pense. Oui, puis il y en a 8 qui ont gardé le même ministère. Oui, qui n'ont pas bougé du tout. Exact. C'est ça. Exact. Il y a à la fois stabilité et jeu de chaise musicale assez profond. Là. On a des gros joueurs qui ont bougé aussi, quand même. On va conclure là-dessus. Joël Denis, Mélanie, Manon. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée.